à Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée ce vendredi 19 août est là pour thème cette année tout un village. À cette occasion, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire et de la solidarité a fait une déclaration que vous pourrez suivre en début de journal. 18 août 2020, 18 août 2022, cela fait 2 ans que l'armée malienne a pris ses responsabilités face à la détérioration de la situation sécuritaire du pays. En ce laps de temps, il y a eu des réalisations, lesquelles vous les saurez dans ce journal. Sport au menu du football et du handball. Le foot ce vendredi, c'est le coup d'envoi demain samedi de la Super Coupe au colonel Assimi Goïta et le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 des moins de 23 ans. Pour le handball, l'AS Police et le centre Omnisport de Missabougou ont remporté hier les titres des champions en dames et messieurs. Chronique du développement, Soumaïla Berté va nous parler aujourd'hui de l'exploitation aurifère au Mali. Selon la Banque mondiale, le Mali est passé de la 3e à la 4e place depuis 2 ans. Auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est ce vendredi 19 août qu'est célébrée la journée mondiale de l'aide humanitaire. Le thème retenu cette année est tout un village. À l'occasion de cette célébration, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, a fait une déclaration que je vous invite à écouter. Il est au micro de Mamadou Fane. Le 11 décembre 2008, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé, par sa résolution 63/139, de désigner le 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire, afin de sensibiliser davantage le public sur les activités humanitaires dans le monde et de rendre hommage au personnel humanitaire qui s'emploie à promouvoir la cause humanitaire, ainsi qu'à celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur mission. Cette journée marque donc le 19e anniversaire de l'attentat à la bombe contre les bureaux des Nations Unies à Bagdad en 2003 et qui avait fait 22 morts. Parmi les victimes, 15 étaient membres de l'ONU, dont 5 femmes et 10 hommes, et 7 d'autres catégories d'employés, dont 2 femmes. Le thème de cette année se focalise sur l'importance, l'efficacité et l'impact positif du travail humanitaire. Tout un village. Il faut tout un village pour élever un enfant. De même, il faut tout un village pour soutenir une personne en situation de crise humanitaire. Cette journée doit être perçue comme un moment important pour non seulement avoir une pensée envers les personnes, mais également pour célébrer les efforts et les actions des travailleurs humanitaires qui visent à sauver des vies parfois au péril de leur. C'était là le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés, Oumarou Diarra, qui s'exprimait à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire. L'armée malienne a pris ses responsabilités face à la détérioration de la situation sécuritaire. C'était donc il y a 2 ans. Avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, chef de l'État et chef suprême des armées, les autorités de la transition se sont investies pour faire beaucoup de réalisations sur le plan de la défense et de la sécurité. Il y a eu des recrutements massifs, l'acquisition d'équipements de dernière génération, sans oublier la construction d'infrastructures médicales et les séances de formation focus sur l'armée malienne durant ces 2 dernières années. C'est avec Abdoulaye Sako. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Mardi 18 août 2020, l'armée malienne
répond ainsi à l'aspiration d'un peuple blessé dans sa chair qui avait soif de sécurité. Il voulait voir enfin son outil de défense assurer pleinement sa mission régalienne. 2 ans plus tard, quel est le bilan? Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une armée plus motivée, une armée plus confiante, une armée plus engagée, une armée consciente de ses missions. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Depuis un certain temps, les forces de défense et de sécurité montent en puissance. Nous sommes en train de gagner des succès, nous sommes en train de gagner plusieurs combats. Mais la perception de sécurité, elle peut beaucoup plus venir de la population. Parce qu'aujourd'hui, notre baromètre, c'est la population. Justement, adressons-nous à ce même baromètre qui est le peuple pour savoir si les fruits ont-ils tenu la promesse des fleurs. Maïmouna Diallo, étudiante. Dans ces 2 ans, je pense que notre armée a fait du bon boulot. On est fiers de notre armée. Souma Konare, commercial. On peut dire l'armée c'est costaud. Matériellement c'est bon. Je suis fier de mon armée. Ces résultats sont le fruit d'un travail d'ensemble. Au chapitre des recrutements et formations, les autorités de la transition ne lésinent pas sur les moyens. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En moins de 2 ans, au niveau de la police et de la protection civile, nous avions recruté 7645 sous-officiers. 3395 ont déjà été formés et déployés. Et à la date d'aujourd'hui, il y a 4250 en cours de formation dans les différents centres de formation de l'armée. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Depuis que nous sommes là, 2 ans déjà, 3 grands recrutements qui ont été faits dans le cadre du recrutement normal et du recrutement spécial. Depuis leur arrivée au pouvoir, l'équipement des forces de défense et de sécurité a été l'une des priorités des autorités de la transition. La preuve, l'acquisition des équipements terrestres, aériens et autres. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En 2 ans, nous avions généré beaucoup de moyens roulants, les véhicules de tout type, les aéronefs, les drones, l'armement de tout calibre, les munitions, les équipements de protection du combattant, ce qu'on appelle les casques et les gilets, et ensuite aussi les équipements spécifiques d'acquisition du renseignement. Aujourd'hui, ces équipements nous permettent d'avoir le renseignement, le bon renseignement sur le mouvement de l'ennemi, leur volume, leur nature, leur attitude et en temps réel. Et ça nous permet d'anticiper sur certains axes qui peuvent être posés. Pour faire face aux différents défis, de vastes chantiers ont été engagés en termes d'infrastructures. Il y a la priorité, mais il y a aussi les urgences. Donc il fallait procéder à beaucoup de rénovations dans certaines de nos casernes, mais aussi à la construction de certaines infrastructures qui étaient utiles. Le président de la transition, chef suprême des armées, a procédé le 22 septembre passé au lancement d'un programme ambitieux de construction, de réalisation de 4000 logements au profit des forces de défense et de sécurité. Nous avions aussi l'hôpital militaire, où le chantier se poursuit très bien. Cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité n'aurait pas été possible sans l'accompagnement du peuple. Un renforcement de cet accompagnement est sollicité par la hiérarchie militaire. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. La collaboration de la population est vraiment remarquable. Et aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées grâce aux informations qui ont été données par la population. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est d'abord de demander à la population de continuer à soutenir et accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne de défense opérationnelle du territoire, de la lutte contre le terrorisme, de la protection des personnes, de leurs biens. C'est avec cet accompagnement que nous pouvons avancer. Le défi est ainsi lancé, car avant la fin de la transition, les autorités comptent faire vibrer davantage le cœur des Maliens de confiance en leurs forces de défense et de sécurité. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle, bien équipée, bien entraînée, dotée d'un bon moral, proche du peuple dont elle est issue. C'était un dossier signé Abdoulaye Sako. Parlons d'eau à présent. Seulement 32% des populations de la région de Tombouctou ont accès à l'eau potable avec une insuffisance notoire des infrastructures pour ménager les déchets solides et liquides.
Au vu de ces défis, les acteurs impliqués dans différents domaines ont organisé une concertation régionale afin de trouver des solutions appropriées aux problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement des communautés à la base. À Tombouctou, nous avons joint Najim Babassissé. L'accès à l'eau potable et l'assainissement de base demeurent une préoccupation fondamentale pour un grand nombre des populations de la région de Tombouctou, singulièrement en milieu rural. Fort de ce constat, les acteurs impliqués dans les domaines se retrouvent pour la toute première fois dans un cadre régional de concertation afin d'harmoniser et coordonner leurs activités. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. La gestion des infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement au niveau des communautés, des écoles, des structures de santé et d'autres lieux publics qui du reste constituent un bien public doit faire l'objet d'une attention particulière en vue d'en assurer les services publics. L'État et ses partenaires ont réalisé d'énormes infrastructures d'eau et appuyé des initiatives fortes telles que l'assainissement total piloté par les communautés qui ont permis la certification de 120 villages sur 125 déclenchés dans la région. Bouraïma Tabalaba, point focal au assainissement pour tous. Vous conviendrez avec moi que la tenue d'une telle concertation était nécessaire car elle nous permettra d'engager des échanges fructueux, de faire un diagnostic sans complaisance afin de proposer des solutions idoines au niveau régional à hauteur des défis du moment. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. J'invite chacun de vous, services techniques, élus des collectivités territoriales, partenaires au développement, chefs de villages, des fractions et des quartiers, à faire de ces cadres un véritable forum d'échange, de partage d'espérances afin d'aboutir à des solutions concrètes et légitimes du secteur pour que chaque goutte d'eau qui tombe de nos infrastructures hydrauliques profite à la communauté tout entière et non à un seul individu ou un groupe spécifique. Au sortir de cette concertation de 2 jours, les acteurs qui sont les élus, les services étatiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile formuleront des recommandations pour un meilleur accès des populations à l'eau et à l'assainissement dans la région de Tombouctou. Tombouctou, Najim Babassissé, Allo Koulibaly pour l'ORTM. ORTM 13h13. Suite de ce journal avec l'actualité hors du Mali, en marge du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique australe SADC qui se déroule à Kinshasa, le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré hier la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Au cours de cette rencontre, les 2 personnalités dont les pays sont membres de la SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est ont évoqué la future force régionale décidée par les dirigeants de l'EAC. À l'issue de la rencontre, Félix Tshisekedi a fait part de l'état d'avancement de ce projet. La force régionale annoncée va être dirigée par le Kenya et sera composée non seulement des militaires mais aussi des policiers. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2024 pour sa toute première sortie depuis la publication des résultats des élections législatives la semaine dernière. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a annoncé hier cette décision devant la presse. Il a également rappelé son attachement à l'intercoalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal qui a permis d'obtenir 80 sièges à l'Assemblée nationale, talonnant de très près la coalition présidentielle. La coalition présidentielle qui a pour nom Benno Bokk Yakaar et qui a 93-83 sièges avant de dérouler sa feuille de route pour les 18 mois à venir. En République démocratique du Congo, après plusieurs manifestations contre la MONUSCO depuis fin juillet dernier et qui ont causé la mort de 3 casques bleus et une dizaine de manifestants, l'armée a annoncé hier le départ de la mission onusienne du Nord Kivu à Butembo. Le gouverneur militaire s'est montré catégorique sur ce retrait, mais l'ONU parle plutôt d'un redéploiement temporaire à l'extérieur de la ville. Le gouverneur militaire assure tout de même que le ministère de la Défense a déjà fourni des véhicules pour la mobilité des forces de défense et de sécurité afin de sécuriser Butembo. Le dialogue national inclusif annoncé depuis plus d'1 an
débutera officiel demain à N'Djamena au Tchad. L'objectif est de mettre fin à des guerres à répétition, mais également de tenir des élections libres, fruit d'un accord signé la semaine dernière à Doha. Le dialogue national se tiendra toutefois sans la présence du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'opposant et leader du FAC, Mohamed Madi Ali, et d'autres groupes militaro-civils qui n'ont pas signé l'accord de Doha. Deux grandes figures de la rébellion des 10 dernières années, Mohamed Nouri et Timan Hermini, feront eux leur apparition au cours de ce dialogue national inclusif. Nous sommes donc dans le sport en plein pied et l'actualité est dominée. C'est vendredi par deux disciplines. D'abord en handball, l'AS Police et les centres omnisports de Missabougou ont remporté hier les titres des champions du Mali en dames et messieurs. C'était à l'issue du championnat national de la discipline qui a réuni toutes les ligues du Mali en plus des clubs de Bamako. En football, la Supercoupe au colonel Assimi Goïta édition 2022 donnera son coup d'envoi demain samedi. La commission d'organisation a procédé à la remise des équipements et au tirage au sort des différentes poules. Et puis, sachez que la Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 des moins de 23 ans. C'est pour désigner les 3 représentants africains pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le résumé de l'activité sportive, c'est avec Isaac Chen. 20 sélections sont concernées par le premier tour de ces éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Le premier tour est programmé en septembre avec la RD Congo qui affrontera l'Éthiopie, la Mauritanie qui se frottera au Togo, le Burkina Faso qui en découdra avec la Gambie. Au tour suivant, le vainqueur de la rencontre RD Congo-Éthiopie affrontera l'Algérie exemptée au premier tour, tandis que le gagnant Burkina Faso-Gambie croisera le chemin du Sénégal. Le vainqueur de la rencontre Libye-Rwanda aura affaire au Mali. A noter que certaines affiches du second tour sont déjà connues, comme Congo-Tunisie, Guinée-Ouganda, Soudan-Bénin. Les 7 vainqueurs du troisième tour rejoindront le Maroc qualifié en tant que pays hôte pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. Sur le plan national, la Supercoupe au colonel Assimi Goïta édition 2022 donnera son coup d'envoi ce samedi. À la veille de ce lancement, la commission d'organisation a procédé à la remise des équipements et le tirage au sort des différentes poules. Le point avec Abdelkarim Kaba. Plus inclusif, avec la participation de toutes les ligues régionales, c'est l'esprit de l'édition 2022 de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, président de la transition. 12 formations réparties en 2 poules vont jouer cette Supercoupe au colonel Assimi Goïta. Dans la poule A, il y aura la présidence, Ségou, Koulikoro, Kaye, le gouvernement et l'équipe de Bamako. La poule B regroupe les équipes du CNT, Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti et Sikassou. Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne. Par votre participation à ce tournoi, vous prouvez à suffisance votre engagement et votre disponibilité à accompagner les autorités à leur tête, son Excellence le colonel Assimi Goïta, dans leur quête de développement du bien-être des populations, de cohésion sociale et d'unité nationale autour et au service de la nation malienne. Le sport est un facteur important de brassage, de fraternité, de mieux-être au service des États et des peuples. Il est un puissant facteur d'union et d'épanouissement, un instrument de paix, de développement et de solidarité. Il concourt à la promotion de l'esprit d'équipe, la discipline, le respect de l'autre, la fraternité et le fair play. Durant un mois, les jeunes du Mali joueront l'édition 2022 de la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition dans la fraternité, la paix et le vivre ensemble. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Qu'il me soit permis ici et maintenant de saluer l'esprit fédérateur du président de la transition qui n'a jamais cessé de croire au potentiel de notre jeunesse, tant sur le plan sportif, socio-économique que culturel. C'est pourquoi, à juste titre, que cette édition 2022 sera placée sous le signe de la promotion de la jeunesse du Mali. L'édition 2022 de la Supercoupe au colonel Assimi Goïta, président de la transition, donne son coup d'envoi samedi.
Cette rencontre inaugurale entre Bamako et Koulikoro se jouera au stade Mamadou Konaté à partir de 16h. Auparavant, en levée des rideaux, les dames de l'ORTM joueront contre celles de la présidence. Handball pour terminer, le championnat national a pris fin hier avec le sac de l'AS Police chez les hommes et du centre omnisport de Missabougou chez les dames. Si le centre omnisport de Missabougou a dominé le tournoi en se classant premier de la poule unique des dames, l'AS Police a été contrainte d'aller chercher sa victoire au tir au but face à l'USFAS lors de la finale. La confrontation entre les porteurs d'uniforme a été âprement disputée. Les équipes sont restées au coude à coude pendant toute la partie. Le score au bout du temps réglementaire est de 30-30. Il recourt à faire une prolongation de 2 fois 5 minutes. Impossible de trouver le champion. Score 34-34. C'est au tir au but que l'AS Police s'est imposé 4 tirs reçus contre 2 pour l'USFAS. L'événement a été présidé par le ministre en charge des sports, Moussa Ag Atayer, avec à ses côtés le président du comité olympique et sportif du Mali et bien d'autres personnalités. L'événement a eu lieu dans la salle Abdallah Aïdara du stade du 26 mars. Nous y reviendrons. Chronique du développement. Chronique du développement, il est question d'or ce vendredi, plus précisément de son exploitation au Mali. En effet, depuis 2 ans, selon les chiffres de la Banque mondiale, le pays est passé de la 3e à la 4e place des producteurs africains d'or. Une régression qui tranche avec le potentiel minier dont dispose le Mali. En 2020, malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, le secteur a rapporté au Trésor public 450 milliards de francs CFA. Alors, quelles sont donc les raisons de cette contre-performance? La réponse dans ce numéro de la chronique du développement, une rediffusion signée Soumaïla Berté. Au Mali, l'or est le premier produit d'exportation et le principal pourvoyeur des devises pour l'économie nationale. En 2020, malgré le contexte de la pandémie du Covid-19, le secteur a rapporté au Trésor public 450 milliards de francs CFA pour une production de plus de 65 tonnes. Ces chiffres n'intègrent pas les recettes générées par l'exploitation artisanale. Cheikh Fandamadi Keïta, directeur national de la géologie et des mines. Dans l'économie malienne, d'une façon générale, quand tu regardes les recettes, l'or représente 450 milliards de recettes par an. Au niveau local, quand tu regardes tout ce que les sociétés minières rapportent comme développement communautaire au niveau de ces cercles, au niveau de ces communes, les patentes payées par ces sociétés minières, ça vaut des milliards par an. Et ces patentes permettent à ces communes de se développer. C'est 65 tonnes, 189 kg que l'exploitation industrielle a engendré l'année passée. Avec une douzaine de mines industrielles et environ 400 sites d'orpaillage, la production du métal jaune au Mali va croissante. Et pourtant, les estimations de 2019 de la Banque mondiale classent notre pays au 4e rang des producteurs sur le continent après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Soudan. Les raisons évoquées sont essentiellement relatives à la mauvaise organisation du secteur de l'exploitation artisanale. Cheikh Fantamadi Keïta, directeur national de la géologie et des mines. Pourquoi on est devenu 4e? Il y a des explications. Quand tu regardes l'exploitation artisanale au niveau de l'administration minière, on n'arrive pas à capter d'une manière efficiente toute l'exploitation artisanale et de les capitaliser. Imaginez, l'or qui est produit pendant l'artisanal, cet or-là transite par beaucoup de pays. Parce que les exploitants artisanaux ont compris que dès que le Mali a augmenté la taxe pour l'envoi de l'or à l'extérieur, ils se sont fait rares au niveau des taxes douanières. Sinon, auparavant, les taxes n'étaient pas du tout élevées. Les exploitants arrivaient avec leur or au niveau de l'aéroport, ils payaient les taxes pour faire sortir, pour aller raffiner à Dubaï ou les vendre. Mais l'État a revu ces taxes-là, alors qu'au niveau de Conakry, au niveau d'Abidjan, au niveau d'autres pays, ces taxes-là sont très très basses par rapport à ce que nous, on leur demande ici. Établissement public à caractère professionnel, la Chambre des mines joue l'interface entre l'État et les professionnels du secteur. Son président est convaincu que l'exploitation artisanale peut contribuer à booster la production nationale de l'or. Toutefois, il émet des réserves sur ce nouveau classement. Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines.
Il y a des pays qui arrivent par un coup de tête produire 100 tonnes. Ça a été le cas du Soudan à un moment, il y a 3 ans. Le Soudan a l'habitude de produire 90 tonnes. Moi-même, j'ai fait une mission au Soudan, à Khartoum, pour voir évidemment l'arsenal minier qui se trouve là-bas. J'ai trouvé que les gens exploitent dans les désordres total, sans contrôle. Donc, c'est cette production qu'ils ont pris pour dire que le Soudan a produit 90 tonnes. Mais ça, ce n'est pas une production nationale, parce que cette production n'est pas permanente, ce n'est pas possible. Mais si c'est le cas, la tendance est la suivante. Le Mali va considérer, par exemple, les autres productions. Par exemple, nous sommes en train d'organiser l'artisanat minier qui produit beaucoup. Aujourd'hui, l'État considère que l'artisanat minier ne produit que 6 tonnes, alors que l'artisanat minier produit autant que les grandes mines si on arrive à contrôler l'artisanat minier. Ça veut dire que si les grandes mines produisent 70 tonnes, moins les 6 tonnes, ce qui fait 64 tonnes, et que l'État arrive à organiser son secteur informel qui est l'artisanat minier, qui va produire également 50 tonnes, dont 50 plus 64, ça fait 114 tonnes. Les perspectives du secteur minier malien prévoient l'ouverture de nouvelles mines industrielles dans 2 ans, sans compter les petites mines. Et par conséquent, les retombées sur l'économie nationale se verront plus importantes. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine pour un autre numéro de la chronique du développement. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba. À la mise en onde, il y avait Absi Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, donc de l'autre côté. Et la réalisation a été assurée par Maïmouna Guindo, pendant que Brahma Traoré, l'infatigable, était là pour tout coordonner. Alors, on vous remercie pour votre attention. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h passé de 30 minutes. Merci, au revoir.